Cory Sandhagen et Umar Nurmagomedov vont s'affronter ce week-end et en cas de victoire, l'UFC aurait promis une chance à la ceinture aux Russes. Vicente Luque n'attendra pas Nick Diaz indéfiniment et veut absolument combattre avant la fin de l'année. Nous sommes le mercredi 31 juillet 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et on commence tout de suite avec Cory Sandhagen qui sera main event de la carte de ce week-end à Abu Dhabi. Il va affronter Umar Nurmagomedov. Début de la carte à 21 h heure française, c'est très intéressant pour nous. Il est arrivé il y a une semaine déjà à Abu Dhabi pour s'acclimater à la chaleur, au climat qui est assez différent. Il a dû faire une grosse partie de son camp d'entraînement à Denver avec Trevor Wittman, on en reparlera tout à l'heure. Mais aussi au décalage horaire. Bon, il expliquait que c'était pas si compliqué que ça. Il s'attendait à bien pire. À la base, il avait dit qu'il ne voulait pas affronter Nurmagomedov à Abu Dhabi. C'est vrai que c'est un combat à l'extérieur pour lui. Nurmagomedov est un peu chez lui là-bas. Mais bon, à la base, le combat était prévu pour Nashville. Finalement, c'est tombé à l'eau. Il va y avoir une grosse couverture médiatique d'après lui à Abu Dhabi autour de ce combat. Donc finalement, il a accepté. Le combat va se faire. Je rappelle que lui, il est classé 2. Nurmagomedov est classé 10. Et pourtant, il est underdog. Il n'est pas le favori dans ce combat. Il comprend pas trop, mais il l'explique quand même. Il dit... J'ai pas affronté beaucoup de gros lutteurs dans ma carrière, donc les gens se demandent peut-être comment je vais réagir quand on va me mettre la pression, quand on va toujours essayer de m'amener au sol. Il y a ça, mais moi je pense aussi que ça fait plus d'un an, ou ça va faire un an là, début août, qu'il n'a pas combattu Sandhagen, il revient de blessure. Donc il y a aussi cette petite inconnue, puis Umar Nurmagomedov est invaincu, donc ça joue aussi de son côté. Ça fait 4 mois qu'il s'entraîne avec Trevor Wittman, mais il n'a pas abandonné son head coach pour autant. Trevor Wittman sera avec lui dans son coin, mais il y aura aussi son head coach. Il a expliqué que Wittman était impressionnant à la fois sur l'aspect tactique, mais aussi sur l'aspect technique. Ça, il nous l'a déjà prouvé, Wittman, que ce soit avec Gaethje qu'il a réussi à bien transformer, avec Kamaru Usman ou encore avec Rose Namajunas. Et concernant le combat à venir, il pense que Nurmagomedov va d'abord rester debout parce que c'est son premier combat en 5 rounds à l'UFC et la lutte, ça demande beaucoup d'énergie. Donc il pense qu'il va s'économiser en tout cas au début. Et puis il espère ensuite avoir son combat contre Sean O'Malley. Il pense que c'est le combat que tout le monde veut voir. C'est vrai que ce sera un combat spectaculaire. Les deux ont un physique un peu similaire, un striking qui est très beau à voir. Donc je ne dirais pas non à ce combat. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'UFC a promis à Umar Nurmagomedov d'affronter Sean O'Malley s'il remportait, en tout cas Sean O'Malley, ou le vainqueur du combat entre Sean O'Malley et Merab Dvalishvili qui va avoir lieu à la Sphère. Donc un combat pour le titre pour Umar Nurmagomedov en cas de victoire. Lui, ça fait un mois qu'il est arrivé à Abu Dhabi, donc il a fini son camp d'entraînement là-bas avec Khabib Nurmagomedov et toute l'équipe, l'équipe qui est très soudée, on le sait. On lui a demandé s'il avait changé quelque chose à son entraînement, puisque le combat sera en 5 rounds et que jusqu'à maintenant, il n'a combattu que sur des 3 rounds. Il dit, écoute, moi, j'ai pas changé grand-chose. En fait, il y a un an, j'avais déjà commencé un camp pour combattre en 5 rounds. Finalement, le combat a été annulé. Mais moi, c'est comme ça, je suis un homme, je suis un combattant, je vais pas me plaindre, il faut faire 5 rounds, et ben je vais faire 5 rounds. Il a aussi avoué quelque chose d'assez étonnant, il ne s'est pas préparé spécifiquement pour Sandhagen, parce qu'il estime que celui-ci peut se blesser en dernière minute ou ne pas combattre ou être malade, et du coup, il y aura un combat remplaçant. Du coup, il s'est juste entraîné dur. Alors pour moi, ça veut quand même dire quelque chose, ça veut dire qu'il est très confiant dans son style et il pense que c'est lui qui va imposer le rythme du combat, la distance du combat à Sandhagen. On aura la réponse samedi soir, mais j'ai trouvé que c'était une information très très intéressante et il a dit qu'il allait utiliser toutes les opportunités qui allaient s'offrir à lui pour l'amener au sol. Donc là, on va voir, va-t-il réussir? Sandhagen va-t-il bien défendre? Il y aura Ryan Hall dans le coin de Sandhagen. Ça peut t'aider d'avoir un mec comme Hall qui s'est préparé avec toi, parce que tu risques de te retrouver sur le dos contre Nurmagomedov. Donc j'ai très hâte de voir ça. Et en tout cas, s'il s'impose, il espère combattre pour la ceinture avant le Ramadan de 2025, donc en tout début d'année. Mais ça, on n'y est pas encore. Sur cette carte, on aurait dû avoir Nick Diaz contre Vicente Luque. Le combat est tombé à l'eau, on le sait, pour des problèmes de visa. Alors Vicente Luque a une autre version, il dit oui, peut-être que c'est un problème de visa, un problème administratif, pardon, mais peut-être aussi que Nick Diaz, qui n'a pas combattu depuis longtemps, s'est retrouvé un peu submergé entre la préparation du combat, faire le poids, les techniques, etc., les entraînements, et du coup peut-être que tout ça l'a débordé. Moi personnellement, j'y crois pas trop. S'il y a un problème administratif, c'est qu'un problème administratif et c'est tout. Il a dit aussi qu'il avait été très surpris quand on lui a dit qu'il allait affronter Nick Diaz, il s'y attendait pas du tout, c'est sorti de nulle part. Forcément, il a accepté. Il a aussi dit que le combat était logiquement seulement décalé et pas annulé. Lui, il voulait que le combat se refasse tout de suite au mois d'août. Apparemment, ça va pas être le cas. Il avait aussi parlé de la Sphère et sur la carte de la Sphère, c'est vrai que c'est un événement majeur.
ça n'a pas l'air d'être le cas non plus, mais lui il veut absolument combattre cette année, donc il dit moi je veux pas trop attendre, si jamais Nick Diaz ne peut pas combattre cette année, bah, je vais prendre un autre adversaire, pourquoi pas MVP, il pense que ce serait un très bon match-up, et on lui a demandé ce qu'il pensait de Ian Gary, il a dit Ian Gary est très prometteur, je rappelle que les deux ont été dans la même salle pendant très longtemps, il dit maintenant je pense qu'il doit prendre de l'expérience, c'est la seule chose qui lui manque. Donc à bon entendeur pour Ian Gary. Je suis tombé sur une stat assez intéressante concernant Tony Ferguson, hein, qui sera sur la carte de ce week-end aussi. On va en reparler plus tard dans la semaine. La dernière fois qu'il a gagné, c'était le 8 juin 2019. Et Alex Pereira n'était pas encore double champion du Glory, donc c'est pour vous dire. Israel Adesanya n'était pas encore le champion incontesté des poids moyens de l'UFC. Alexander Volkanovski n'était pas encore champion UFC et Daniel Cormier était le champion des poids lourds. C'est pour vous dire, ça va faire 5 ans qu'il n'a pas gagné Tony Ferguson. Quand on pense qu'à l'époque, on parlait de lui pour affronter Khabib Nurmagomedov, peut-être pour prendre la ceinture des poids légers de l'UFC, ça fait quand même mal à voir. On a Amil. Amil, c'est la seule personne à avoir battu John Jones dans un octogone. Et John Jones avait été disqualifié parce qu'il avait mis des coups de coude en 12-6. On en a parlé la semaine dernière à Matt Hamill. Et du coup, l'arbitre avait décidé d'arrêter le combat. John Jones avait été disqualifié. Amil était sorti vainqueur de ça. Et là, vous savez que la règle des coups de coude est en train de changer à l'UFC. Et je crois que c'est à partir du mois de septembre, octobre ou novembre, où maintenant les coups de coude en 12-6, donc les coups de coude retombant au sol, vont être autorisés. Et Dana White a dit qu'il aimerait enlever cette défaite à John Jones, que c'était pas normal, etc. Et Amil a posté sur les réseaux sociaux en disant oui, Dana White, je sais que tu veux enlever cette défaite à John Jones. Bah écoute, donne-moi ma chance, je vais affronter John Jones pour la ceinture des poids lourds. Alors franchement c'est bien tenté, je pense qu'aujourd'hui très peu de personnes savent qui est Amil, très honnêtement, très peu de personnes ont vu ce combat, je comprends même pas vraiment le fait de demander ça parce qu'on est sûr et certain que ça n'arrivera pas. Et alors peut-être dans une autre ligue, si John Jones part dans une ligue je ne sais où et que la ligue veut se faire un gros coup de pub, faire venir ce gars là, pourquoi pas, mais j'ai pas vraiment compris cette sortie de la part de Amil. Israel Adesanya, vous le savez, est de retour. Il a posté une photo sur les réseaux sociaux où il est avec Demian Maia. Demian Maia est venu dans sa salle en Nouvelle-Zélande. Ils ont fait un petit séminaire ensemble. Alors, je suis pas en train de vous dire que Israel Adesanya a fait tout son camp d'entraînement avec Demian Maia et que ça va devenir un virtuose du sol. Mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant à souligner. Demian Maia, c'est pas n'importe qui. Ceux qui suivent le sport depuis peu, vous ne devez pas connaître, mais au sol, je peux vous dire que c'était une pointure de chez pointure. Donc, je vous invite à aller voir ses combats, à aller voir ses vidéos. Et Israel Adesanya et Demian Maia se sont entraînés entre guillemets ensemble il y a de ça quelques jours. Sinon Mateusz Gamrot, qui sera sur la carte de l'UFC 305 en Australie, lui aussi vient de signer un nouveau contrat de plusieurs combats avec l'UFC. Donc c'est très bon. Gamrot, on sait que peut-être un jour il aura sa chance à la ceinture. Ça dépend de ce que vont donner les combats, hein, mais honnêtement, c'est un très très bon combattant. Il est dans le gratin de la catégorie. Je suis très content qu'il ait été prolongé par l'UFC. Leon Edwards a réagi à sa défaite, hein, il a dit qu'il était désolé, qu'il n'a pas pu faire le boulot cette fois-ci, mais qu'il a connu des temps bien plus compliqués dans sa vie, et qu'il va revenir, qu'il va le revenir plus fort, et il remercie tout le monde de l'avoir soutenu. D'ailleurs, son coach a dit « Je ne nous cherche aucune excuse, félicitations à Bilal Mohamed, ça a été le meilleur gars cette soirée-là. » Mais voilà, Leon Edwards, apparemment, pendant son camp d'entraînement, a eu des petits soucis au dos qui l'ont empêché de lutter. Est-ce que c'est une excuse, est-ce que c'est pas une excuse, je ne sais pas, je pense que c'est vrai, mais il le dit, c'est pas une excuse, Bilal Mohamed a été meilleur que nous ce soir-là, félicitations à lui. C'est une information que vous prendrez comme vous voulez. On a Chael Sonnen qui a donné son avis sur Paddy Pimblett. Il pense que Paddy est à 2 victoires d'avoir sa chance pour le titre. Je lui donne pas forcément tort. Je pense que l'UFC va bien pousser derrière. Et il dit si Michael Chandler ne peut pas affronter Conor McGregor, je pense que Paddy Pimblett sera un bon remplaçant pour ce combat. Ça c'est sûr et certain. Qu'il batte Conor ou qu'il batte Chandler, ça va lui donner encore plus de notoriété, il en a déjà énormément, et ça le mettrait tout de suite dans la discussion pour la ceinture. Alors sportivement, est-ce que ce serait mérité? Je vous laisse juger de ça, mais je pense que ce que dit Chael Sonnen n'est pas faux du tout. Dans un potentiel combat entre Tom Aspinall et John Jones, sachez que Tom Aspinall serait le favori à moins 150 et John Jones serait donc l'underdog à plus 130. C'est quand même très très serré quand on sait que beaucoup de gens nous disent que John Jones n'a aucune chance contre Aspinall. Plus 130 et moins 150, c'est pas non plus un écart de dingue. Vous le savez, Mohamed Mokaev, il semblerait qu'il ne soit pas re-signé par l'UFC. Il a fait une petite sortie sur les réseaux sociaux en disant que c'était la première fois qu'il avait mis un coup de poing à quelqu'un en dehors de la cage. Il fait allusion à son altercation avec Capé. Mais il dit voilà, c'est lui il y a 5 ans qui m'a mis un coup de boule alors que j'allais faire un combat contre Pérez quand on s'est rencontrés à Las Vegas. Je comprends que ce que j'ai fait n'est pas bien. Je m'excuse auprès de l'UFC, mais moi je suis comme ça. J'ai pas envie que quelqu'un en gros me frappe et me
m'impressionne en dehors de l'UFC, donc c'est comme ça. Je suis encore désolé, j'en ai tiré une leçon. Bon, il essaye un peu de faire son mea culpa, on le comprend bien. Il dit que son rêve, c'est de devenir le champion de l'UFC, que l'UFC lui a donné sa chance. Et il dit au passage, il y a beaucoup de journalistes qui disent que si Mokaev n'est pas re-signé par l'UFC, c'est parce qu'il a fait des négociations avec le PFL dans le dos de l'UFC. Et lui, il dit c'est totalement faux, il n'y a même pas de flyweight au PFL. Donc ce que vous racontez, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai jamais négocié avec le PFL. Ce que je veux, c'est rester à l'UFC. D'ailleurs, je suis à 4-0 contre des adversaires classés. Et voilà, il a que 23 ans. Il dit j'ai jamais choisi mes combats, j'ai jamais loupé le poids, je me suis jamais retiré d'un combat. Je vais être de retour très prochainement. Et merci à l'UFC de m'avoir laissé combattre contre les meilleurs au monde. Je vais revenir plus fort, etc. Bon, il fait son mea culpa. Il se rend compte qu'il a peut-être été un peu trop loin. Et forcément, il veut pas laisser sa chance passer de combattre pour le titre à l'UFC parce qu'il était quand même bien parti pour, même si son dernier combat n'était pas génial. On a Khamzat Chimaev et Arman Tsarukyan qui participent à une émission en Russie un peu du style Ultimate Fighter. On a vu un face-off entre les deux. Bon, je pense qu'ils prennent leur argent. Ils font peut-être monter encore un peu plus leur notoriété. Ça veut pas dire que les deux vont s'affronter à l'UFC, hein, je vous le dis, mais j'ai trouvé l'information, j'ai trouvé que c'était assez drôle. Et du coup, je vous la partage. Ensuite, il y a quelqu'un que je sais que beaucoup n'aiment pas, mais c'est Jake Paul. Vous savez, il a affronté Mike Perry. Mais Jake Paul, faut pas oublier, il y a quelques temps, il a signé avec le PFL. Et là, il a dit que ça y est, c'était fait. Il mettait la boxe de côté pendant un moment et qu'il allait maintenant combattre au PFL. Et que d'ailleurs, il était prêt à donner sa chance à Mike Perry de l'affronter au PFL. Il dit, puis après, on pourrait la refaire en boxe. Bon, je sais pas pour combien de combats ils sont partis, mais Jake Paul au PFL, je sais qu'il y en a beaucoup que ça intéresse pas, mais quand ça va être officiel, on va en manger, il y aura des interviews, il y aura des posts sur les réseaux sociaux, c'est sûr et certain. On a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui, je vous propose de passer à la minute auditeur. Je commence avec Lassen Walid qui me donne une information parce qu'hier je me suis trompé, je vous ai dit que Figueiredo n'avait fait qu'un seul combat chez les poids Batam à l'UFC et que c'était contre Cody Garbrandt. J'avais complètement oublié, il a aussi battu Rob Font. Donc merci à toi de me donner cette information. Et tu m'as mis un autre commentaire aussi, tu m'as dit alors on a beau pas l'aimer, si Bilal est le même à chaque combat que celui de samedi, il n'y a personne qui le passe en 77 à part Ousmane s'il revient à la ceinture ou un Leon Edwards plus actif comme leur premier combat. Mais tout le reste n'ont pas la lutte qu'il faut pour empêcher Bilal de les amener au sol. Après oui, s'il s'amuse à faire le boxeur avec certains, il va dormir, mais je pense qu'il prendra aucun risque, comme d'habitude. Shafkat est très opportuniste au sol, mais je vois pas Bilal faire une erreur dans ce domaine, au sol. Et après tu m'as mis un autre message, je pense que Bilal peut amener facilement Shafkat au sol. Shafkat va peut-être même accepter d'aller au sol, c'est possible, il est très confiant je pense. Mais s'il laisse traîner son cou ou un de ses membres, c'est sûr que Shafkat va essayer de le soumettre. En sachant que Shafkat met une grosse pression qui pousse énormément à l'erreur, ça me donne vraiment envie de voir ce combat. Je suis d'accord avec toi, moi Shafkat contre Bilal, j'ai vraiment envie de voir ça. Alors j'ai dit la dernière fois que j'aurais aimé voir une demi-finale entre Yann Gary et Shafkat. Maintenant si Shafkat a tout de suite son combat pour le titre, écoute, ça va être très intéressant à voir. Debout, je vais donner l'avantage à Shafkat, comme tout le monde je pense. Maintenant au sol, il y a une grosse inconnue et je pense que ça serait très intéressant de voir ça. On a Adrien qui me dit un Gary contre Covington serait intéressant et permettrait de préserver l'invincibilité de Shafkat et je crois celle de Gary aussi. Et dans un second temps, pourquoi pas un Shafkat contre Della Maddalena. Ouais, pourquoi pas. Maintenant, je crois que Della Maddalena, il est blessé pour un bon moment. Hein. Depuis son combat contre Burns, aux dernières nouvelles, il est pas prêt d'être remis, donc je pense qu'il est sur le banc de touche, à moins que je n'ai pas des informations, pardon. Mais sinon, Gary Covington, ça ferait un super combat, et Gary serait testé contre un gros lutteur, contre un mec qui a de l'expérience en la personne de Covington. Donc ça serait de très beaux match-up. Ensuite, on a Gigo qui me dit « Salut, penses-tu que le niveau des combattants de l'UFC a baissé ou augmenté en général ?» Personnellement, je pense qu'il a baissé. Eh ben écoute, moi je pense le contraire, je t'ai fait une réponse, mais c'est une question intéressante, du coup je l'expose à tout le monde. Moi je pense que le niveau ne fait que monter. C'est aussi ce que pense par exemple Georges Saint-Pierre. Le niveau général monte, on a des mecs qui arrivent maintenant à 20 ans, ils ont commencé les sports de combat à 10 ans par le MMA, donc ils savent tout faire, ils savent lutter, ils savent faire du JJB, ils ont une bonne boxe, un bon pied-point, etc. Mais maintenant, ce que je peux te rejoindre là, où il y a des périodes où il y a des champions ultra charismatiques, des champions qui semblent imbattables, comme a pu l'être Khabib à un moment, et d'autres périodes où tu as des champions qui ont moins de charisme, où les ceintures vont beaucoup tourner, t'as personne qui arrive à vraiment s'imposer et régner pendant longtemps. Donc le niveau général monte, mais après les champions charismatiques et les champions qui semblent inarrêtables, bah ça a toujours été des périodes. T'as un moment où t'auras un nouveau Khabib peut-être, alors voilà, un gars qui semblera imprenable, comme on a eu Adesanya à un moment qui semblait imprenable, et puis là on a Dricus du Plessis, donc c'est vrai qu'on se dit ah Dricus du Plessis champion, bon c'est un peu moins ronflant qu'Adesanya. Bon maintenant il est champion, peut-être que là il va reperdre sa ceinture contre Adesanya, puis qu'Adesanya la reperdra, je ne sais pas, mais selon moi en tout cas le niveau général monte, et c'est vraiment ce que je pense.
Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi l'émission. On se retrouve au moins une fois cette semaine encore, je pense vendredi, pour faire un point sur l'UFC qui arrive, un UFC qui va être très intéressant. Je vous remercie d'avoir suivi, passez une bonne soirée, pensez à liker, à vous abonner, à commenter, et on se retrouve très certainement vendredi. Salut!